on va passer à la partie carte blanche. Donc c'est une partie de l'émission où en fait j'ai demandé à l'invité de préparer un petit un sujet sur lequel il aimerait nous raconter quelque chose. Donc alors tu m'as dit que tu voulais parler, rappelle-moi ce que c'est. Je voudrais parler des instabilités de Turing. Voilà, raconte-nous un peu. Grosse responsabilité. Alors j'ai choisi ce thème pour plein de raisons différentes, donc c'est pour ça que ça pourrait durer 1 heure, parce que rien que pour aborder toutes les conséquences scientifiques que ce sujet a, c'est monstrueux. Mais donc, ce qu'on appelle les instabilités de Turing, c'est une théorie mathématique pour la biologie qui a été développée par Alan Turing, donc le même qui a fait la machine de Turing, hein, qui a beaucoup travaillé sur les prémices de l'informatique. Mais ce qu'on sait peu, et ce dont on s'est rendu compte très tard, c'est qu'en 1952, 2 ans avant sa mort, il a publié un article qui jetait les bases de ce qu'on appelle la morphogénèse, et donc qui présentait un modèle mathématique qui pouvait expliquer de manière théorique la formation des motifs en biologie, des motifs tels que les rayures ou les poids. Je comprends maintenant pourquoi tu as choisi ce sujet. Voilà, il y a un petit lien. Donc la formation de motifs tels que les rayures, les poids, etc. sur les animaux en particulier. Et donc ces travaux ont eu des répercussions énormes, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont mis très longtemps à arriver. Donc cet article a été publié en 1952, mais les premières expériences, les premières simulations numériques, donc qui sont toujours pas des expériences biologiques, qui ont été faites pour illustrer ces résultats mathématiques, n'ont été faites que 20 ans plus tard, en 72, et ce n'est que en 90, donc 40 ans plus tard, qu'on a fait les premières expériences chimiques qui montrent que ce que Turing prédisait dans ses équations existe vraiment dans un système chimique. Et alors pour aller encore jusqu'à la biologie, eh bien on est toujours dans la recherche. On ne sait toujours pas si vraiment il existe des systèmes biologiques qui fonctionnent tels que Turing l'avait décrit. On a des réponses partielles à ce sujet, des systèmes où on y est presque, mais c'est encore une recherche très 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 actuelle. Et donc pour expliquer mathématiquement ce dont il s'agit, c'est aussi passionnant d'un côté mathématique, d'un point de vue mathématique. Donc parce que Turing a mis en évidence le fait que 2 mécanismes qui ont tendance à atténuer les aspérités, lorsqu'on les met ensemble, vont en fait créer des aspérités, donc des irrégularités et des signaux qui peuvent être, par exemple, sinusoïdaux ou avec des creux et des pics. Donc je vais essayer d'expliquer ça plus en détail. Donc en fait, l'idée de Turing, c'était que lorsqu'on regarde, par exemple, les rayures d'un animal, ce sont des cellules qui produisent des différentes couleurs, qui sont toutes situées au même endroit pour créer une rayure d'une certaine couleur et puis une rayure d'une autre couleur. Et donc lui, il a postulé le fait que en fait ces cellules se différenciaient à cause du fait qu'elles recevaient des signaux chimiques différents. Et donc il a proposé un modèle qui décrivait la diffusion de ces signaux chimiques qui vont être transmis aux cellules dans un premier temps. Et donc, il a mis ensemble 2 mécanismes mathématiques et aussi biologiques pour la diffusion de ces signaux. Il a dit qu'on prendrait 2 substances chimiques qui réagiraient l'une avec l'autre. Il y en a une qu'on appelle un activateur, c'est-à-dire que sa présence va activer la présence de lui-même et de l'autre. Et l'autre qu'on appelle un inhibiteur, c'est-à-dire que sa présence va inhiber la production de l'autre. Donc on a comme ça 2 substances chimiques qui réagissent l'une avec l'autre. Et bon, si on les laisse réagir, elles vont atteindre un équilibre qui sera homogène et il n'y aura rien de très intéressant à étudier. L'autre mécanisme qu'il fait rentrer dans ses équations, c'est un mécanisme de diffusion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une molécule se diffuse ? C'est en fait, il faut imaginer une tache d'encre dans un verre d'eau. Au départ, on a un signal qui est très concentré, donc on pourrait dire qu'on a un motif, un poids. Puis la diffusion va en fait atténuer cette concentration, et à la fin, si on attend assez longtemps, on va avoir quelque chose qui est complètement homogène. Donc Turing, il prend ces 2 molécules chimiques qui se diffusent et qui réagissent l'une avec l'autre,
l'une étant un activateur, l'autre étant un inhibiteur. Et donc ces deux phénomènes, à la fois mathématiques et biologiques, auraient normalement comme effet d'atténuer complètement le signal et de produire quelque chose d'homogène. Et en fait, Turing montre que sous certaines conditions, c'est-à-dire si l'inhibiteur se diffuse plus vite que l'activateur, alors au lieu d'observer quelque chose qui devient homogène, on obtient une augmentation des aspérités qu'on pourrait avoir au début dans notre système, et donc on va avoir la formation de ce qu'on appelle motif, c'est-à-dire que l'une des substances chimiques va être présente de façon périodique et l'autre va être présente de façon complémentaire. Donc à un endroit du domaine, on va avoir la présence de l'une des molécules, à un autre endroit du domaine, on va avoir la présence de l'autre, et ceci de façon périodique, ce qui va produire l'effet de rayure. Ouais, d'accord. Un motif, soit des rayures, soit des poids, soit selon ce qui est fait. Et donc c'est ce déséquilibre en fait dans ces exactement. deux qui c'est ce qu'on appelle les instabilités de Turing. Ah, d'accord. Et c'est passionnant parce que c'est complètement contre-intuitif. En mathématiques, il est très bien connu que la diffusion, qui est donc ce processus d'homogénéisation dans un certain domaine, a tendance à faire diminuer les aspérités et les instabilités. Et en fait, lorsqu'on le rajoute dans ce système de deux particules chimiques qui réagissent l'une avec l'autre, la diffusion va à l'inverse effectivement, faire augmenter les petites aspérités qu'il pourrait y avoir au début. Et c'est l'article fondateur. Donc il y a des simulations numériques actuellement pour ça, mais par contre on n'a pas d'exemple concret dans la vraie vie, quoi. Oui, dans l'article de Turing, lui, il fait la démonstration mathématique de ça. D'accord. Ensuite, 20 ans plus tard, il y a eu les premières simulations numériques. Maintenant, tout le monde peut en faire. Hein. C'est très facile à faire et c'est très impressionnant. Joli à regarder, ouais, je pourrais te montrer. J'en avais fait pour observer un peu le phénomène. C'est très impressionnant et très contre-intuitif quand on est mathématicien. Et ensuite, il y a eu des expériences chimiques qui ont mis en évidence le fait qu'il existe des substances chimiques qui réagissent de la façon que Turing avait prédit, c'est-à-dire qu'il y a des activateurs et des inhibiteurs qui, quand on les met ensemble et quand l'inhibiteur se diffuse plus vite, produisent ce genre de motif. Par contre, il est toujours pas connu si dans les motifs qu'on observe chez les animaux, il y a effectivement ce phénomène-là qui se produit. D'accord. Okay. Et ça, c'est une grande partie de recherche actuellement biologique, mathématique et biomathématique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui travaillent actuellement avec des biologistes sur cette question. Encore une fois, je vais pas faire toute la littérature à ce sujet, il y a énormément d'articles qui ont été produits et c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, qui est revenu peut-être il y a une dizaine d'années en vogue et qui fait beaucoup travailler ensemble mathématiciens et biologistes parce que c'est vraiment un sujet qui met en lien les deux domaines. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. J'ai appris quelque chose, donc impeccable. Et écoute, on va arriver au dernier segment du podcast. On va finir avec des recommandations. Donc j'aime bien donner des choses à lire, voir ou écouter aux auditeurs. Je trouve que ça peut être cool. Donc, est-ce que tu as une recommandation est-ce que tu veux commencer? Si tu veux, je donne la mienne, comme tu préfères. J'en ai une. Ok. Je voudrais recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy. Je sais pas si tu connais. Je connais, ouais. Je connais. Voilà, qui a été créé par un chercheur qui s'appelle Mehdi Moussaïd et qui travaille sur tous les effets de foule, que ça soit chez les humains ou chez les animaux ou dans les opinions, etc. Donc lui n'est pas mathématicien, mais il regroupe beaucoup de disciplines scientifiques à lui tout seul, et il fait des vidéos très bien expliquées sur beaucoup d'effets qu'on peut observer dans les grands groupes. Donc ça rejoint un peu ma recherche. Et d'ailleurs, il cite des mathématiciens renommés dans ce domaine. Et donc, il explique comment on fait, par exemple, pour créer des foules en images de synthèse, des images qui sont utilisées, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, ou comment les opinions peuvent s'influencer les unes les autres. Voilà, donc il explique tout un tas de phénomènes, de motifs, comme on pourrait les décrire,
mais avec des exemples de la vie réelle qui sont très concrets et qui complètent bien la recherche mathématique qui est faite dans ce domaine. Bon, bah, super. Et donc, tu peux redonner le nom de la chaîne? Fulloscopie. Fulloscopie. C'est un... De toute façon, je mettrai le lien oui. de la chaîne YouTube dans les descriptions de l'épisode. Voilà, bah oui. Je vous le recommande vraiment. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes qui donnent un peu un aperçu des applications qui peuvent être faites avec la recherche mathématique. Super, cool. Des foules. Je connaissais, j'avais été, je crois, regarder 1 ou 2 vidéos, mais j'irai revoir du coup. Je les recommande Avec toutes. Ok. Et ben super. Et ben écoute, moi je recommande aux auditeurs de regarder le film Les Figures de l'ombre. Je sais pas si tu l'as vu. J'avais failli recommander ça aussi. C'est vrai? Ah bah tiens, heureusement que avec Taraji P. Henson et Octavia Spencer entre autres. Donc c'est un biopic qui est sorti en 2016 si je ne m'abuse et qui raconte l'histoire de 3 femmes afro-américaines qui ont des mathématiciennes qui ont toutes joué un rôle dans à un moment dans le programme spatial, le programme Mercury je crois, de la NASA. Donc on est en pleine période de guerre froide, c'est la course entre les États-Unis et la Russie pour être le premier à aller dans l'espace. Et donc du coup, il y a l'histoire se situe là et on est également en pleine ségrégation aux États-Unis puisque c'est des femmes afro-américaines. Donc il y a tous ces aspects historiques qui se mêlent aux aspects de concrètement comment les mathématiques vraiment là ont aidé. On le voit en plus, c'est bien illustré dans le film. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je le recommande puisque le film est super, il est super cool. L'esprit du film est bien parce que ça permet de mettre en avant des femmes qui ont été un petit peu comme le nom le dit, les figures de l'ombre, qui ont été un peu cachées dans l'histoire. Elles n'ont pas eu leur juste part. A posteriori, l'héroïne principale qui est Katherine Johnson, elle a a posteriori eu récemment une médaille d'honneur, etc. Est-ce que c'est parce que le film a après aidé le film, je crois. Après le film, à vérifier, mais je crois que c'était après le film. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille sans hésiter. Vous allez apprendre plein de choses et c'est hyper intéressant. Oui, le film est super. Un peu romancé, mais c'est ce qu'on Évidemment, attend d'un film.